Ça me fait plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode de la balado, le troisième lieu. On est au Café du Milieu, au centre-ville de Saint-Georges. Donc, cette série de balados où on aborde toutes sortes de considérations liées au territoire, le territoire d'appartenance, le territoire qu'on habite, qu'on visite, que ce soit les villages, villes ou encore régions. Et donc, tout au long des différents épisodes qu'on vous propose, on vient aborder des sous-thématiques de cette grande idée. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la question du commerce dans nos milieux de vie. Souvent, on va parler d'artères commerciales traditionnelles. Et pour parler de cet enjeu, ce sujet, j'ai avec moi deux personnes que je vous présente immédiatement. Tout d'abord, Jean-Pierre Bédard, qui est du Fonds d'emprunt de Québec. Ça, c'est dans la ville de Québec. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Jérôme. Merci d'être là. Et également, nous avons Denis Roy, qui est un conseiller municipal du côté de la municipalité de Lac-Mégantic, qui est aussi impliqué avec Commerce Lac-Mégantic, n'est-ce pas? Très certainement, c'est bien ça. Merci Parfait. de nous recevoir. Bien, merci à vous d'avoir fait le déplacement ici à Saint-Georges. Je le disais d'entrée de jeu, avant qu'on aborde la question du commerce, l'émission s'appelle Le Troisième Lieu et non, on n'a pas de projet à 10 milliards de dollars. Là, ici, c'est un clin d'œil à vous savez quoi. Cela dit, le concept, la notion de tiers-lieu qu'on a souvent plus en Europe, qui est très populaire en Europe, cela dit, réfère à ces lieux qui ne sont pas le domicile, qui ne sont pas le bureau, mais où dans la collectivité, on a la possibilité soit de s'arrêter, soit d'être de passage, mais où on est en lien, en connexion avec nos contemporains. Je vous demande, messieurs, de me dire chacun, je vais commencer par Denis. Pour toi, Denis, quel est le tiers-lieu, on va dire, qui est le tien, qui est celui que tu affectionnes particulièrement? Oui, à cause du sinistre qu'on a eu à Lac-Mégantic, la tragédie, bien, on a fallu se ressourcer. Puis, on a établi un quartier artisan où les artisans, je dis artisans fait main, ont un lieu de rencontre, un espace de coworking. Puis en plus, la municipalité a fait les artisans peuvent acheter une maison. Dans le secteur, Dans à le secteur du proximité. quartier, c'est ça. Puis la ville finance la mise de fonds entre 20 et 25 %. Bien. C'est un endroit que tu affectionnes, que tu Oui, aimes. parce que c'est ça, il y a des espaces de coworking, des espaces pour OK. jaser, entre artisans et Commerçants, commerçants. touristes, les touristes C'est également. ça, effectivement. Et la population. Ben oui. Aussi la population du quartier OK. puisse intégrer Corrige-moi, je crois que c'est dans ce secteur Fatima, si je ne m'abuse. Donc, ça a amené une certaine revitalisation aussi de ce secteur-là, Ça apporte, qui avait besoin d'amour un peu quand même, on va oui, dire. là, il commence à en avoir plus. Là, C'est bon. On a reconverti une série. OK. Ah, oui. Excellent. On en reparlera un peu plus tard dans l'épisode. Jean-Pierre, de ton côté, Oui. Ben moi, je pourrais aller aussi dans quelque chose dans ce sens-là, puisque le Fonds d'emprunt gère aussi un espace de coworking qui s'appelle La Station Québec, qui est un lieu de rassemblement pour les travailleurs autonomes et les très petites entreprises, qui est un peu la clientèle qu'on dessert comme organisme de microcrédit. Cependant, si je reviens à moi, mon tiers-lieu, ça serait plutôt les salles et les halles de salles de théâtre. Parce que je suis un fervent amateur de théâtre. J'ai travaillé quand même 20-25 ans dans ce milieu-là. J'étais directeur général d'un théâtre à Québec qui s'appelle le Théâtre Périscope. Et pour moi, c'est resté un lieu d'échange et de communication. C'est mon tiers-lieu. C'est là, à quelque part, où je me ressource comme individu, que je communique aussi avec la collectivité. Puis en plus, ben, je me fais raconter des belles histoires. oui. Tu parles parce que tu as dit les halls, donc les salles, et finalement les salles de théâtre. On sait que souvent, ces espaces-là sont dotés d'espaces connexes là, qu'on appelle des fois des foyers. Oui. Il y a là aussi des expériences, des choses qui peuvent se passer, qui deviennent une interface aussi Tout à fait. avec le milieu environnant. Oui, puis je pense que les salles de théâtre essayent beaucoup d'animer ces lieux-là, ces foyers-là, pour des activités extra-théâtrales.
pour justement créer un dialogue aussi avec leur public, leur clientèle, puis faire en sorte d'avoir une valeur ajoutée à l'offre du spectacle de théâtre qu'ils vont présenter. Intéressant, intéressant. Et tu dirais... Le milieu culturel, tu sais, vraiment Oui. peut être un bel catalyseur Tout à en fait. fait de ce tiers-lieu-là, Oui, qui remplace un peu nos anciens parvis d'église, oui. des centres de ville et des villages, Effectivement, oui. où se faisait en fait cet échange-là dans le passé. Exactement. Bien, messieurs, vous avez tout à fait compris la proposition. C'est là qu'on est. Cela dit, aujourd'hui, je vous ai réunis et je vous remercie de vous prêter au jeu. On va parler commerce. Jean-Pierre, bon, tu l'as dit, tu es directeur général du Fonds d'emprunt de Québec, qui est vraiment dévolu au niveau de desservir le territoire de la Ville de Québec pour ce qui est de, bon, microcrédit, des projets d'accompagnement. Cela dit, si on vient un peu dans le temps, juste pour qu'on comprenne bien un peu, bon, tu nous as mentionné que tu as été dans l'univers culturel, sauf que par la suite, tu as œuvré beaucoup dans ce qu'on appelle le monde des SDC, les Sociétés de développement commercial. Parle-nous-en un petit peu. En fait, c'est ça, j'ai passé, avant d'être au Fonds d'emprunt, j'ai été pendant 7 ans directeur général de la Société de développement commercial du quartier Montcalm, donc le secteur de l'avenue Cartier dans la ville de Québec. Si vous voulez identifier un peu le secteur, c'est le secteur avec les grands abat-jours Oui. colorés avec des œuvres d'art qu'on fait dessus. Encore une fois, tu sais, c'est un petit peu mon côté artistique, culturel qui est ressorti avec un projet comme celui-là. Donc, les sociétés de développement commercial, ce sont des sociétés qui sont créées par une loi, par un règlement, en fait, d'une municipalité. Donc, qui sont assujettis à la loi sur les cités et villes et qui fait en sorte de créer un territoire déterminé qui va faire en sorte qu'il va y avoir un plan d'action qui va être fait et une cotisation qui va être imposée, en fait, aux commerçants et organismes de services sur ce territoire-là. On en a combien des SDC dans la région de Québec? Dans la région de Québec, il y en a 8 présentement, si ma mémoire est bonne. Il y en a une qui est pour redevenir très bientôt SDC. Et il y a aussi des associations de commerçants qui sont sur une base volontaire, qui est un autre modèle qui existe, où là, c'est un OBNL à cotisation volontaire plutôt qu'obligatoire. OK. Qui ne va pas donner nécessairement les mêmes moyens financiers pour intervenir sur le territoire. On pourra l'aborder tout à l'heure quand je crois que c'est le modèle qu'on a du côté de Lac-Mégantic, mais simplement pour terminer sur ton parcours au niveau commercial, en plus d'avoir été DG finalement de la SDC Montcalm, tu as également été dans les fondateurs, je crois, du regroupement des SDC du Québec. Oui, c'est ça. Bien, en fait, il y avait des SDC très concentrés sur le territoire de l'île de Montréal qui étaient déjà en association, mais il n'y avait rien qui regroupait les SDC à travers le Québec. Et plusieurs étaient un peu isolés dans leur territoire. Donc, l'idée d'avoir un regroupement, bien, ça permettait d'avoir une voix aussi pour faire un certain lobby auprès du politique et aussi de pouvoir créer une professionnalisation, je dirais, du métier de direction d'SDC qui nécessite quand même des compétences très variées et un sens du politique qui n'est pas nécessairement des choses qu'on a de façon instinctive. OK, parfait. Denis, on le disait, Lac-Mégantic, on est davantage dans un modèle d'OBNL où finalement c'est un regroupement de marchands, mais qui n'est pas obligatoire, on va dire, au niveau cotisation, ces choses-là. Parle-nous quand même de la vitalité là, de commerce Lac-Mégantic. Comment ça se déploie? Comment ça se présente? Bien, c'est ça. Étant une OBNL, c'est qu'on a un conseil d'administration de 7 personnes, dont moi comme représentant de la ville, parce que c'est financé presque à 100 par la municipalité. Puis il y a 6 autres personnes qui sont tous des commerçants dans différents secteurs, soit la restauration, soit le commerçant. Il y a au moins 4 secteurs là, qu'on voulait représenter toute le... Est-ce que dans votre cas, on se limite à des commerces qui sont, on va dire, davantage dans la centralité ou si c'est vraiment tout le territoire de la municipalité? C'est vraiment tout le territoire parce que la ville de Lac-Mégantic est très petite. Là, parfait. On peut marcher, ça prend 1 heure, là, faire à peu près la ville d'un point extrême à l'autre. Oui, on ne peut passer sous silence, là, puis bon, on enregistre à la presque mi-juillet, là, présentement, cet épisode. On vient de passer le 12e anniversaire, si je ne m'abuse, là, on l'a évoqué tout à l'heure, la tragédie.
ça a changé totalement la vie commerciale à Lac-Mégantic, ce qui s'est passé. Oui, effectivement, cette- parce que notre centre-ville est complètement disparu. Puis compte tenu qu'il a été soit dévasté ou soit démoli parce que, c'est ça, il pouvait y avoir des problèmes dans le futur. Il est resté seulement que 3 édifices. On a agrandi le centre-ville. Ouais. On en a fait une partie qui était proche du centre sportif La rue Papineau. oui, c'est ça, en condos commerciaux. Mais la ville, dans un dire, si on regarde à long terme, la rue Frontenac, qui était auparavant commerciale, va rester commerciale, même si c'est plus du commerce de service, De service. que du commerce de On détail. y trouve un hôtel. Il y a un certain nombre de bureaux qui se sont installés Oui, c'est sur la ça. rue Frontenac. Faut- L'hôtel de ville, a pignon sur rue Oui, de la c'est rue ça. Frontenac. En fin de compte, pour permettre qu'il n'y ait pas juste, que ce ne soit pas un dortoir, un centre-ville dortoir, mais qu'il y ait Ouais. une Une animation. mixité là, une aussi. mixité. Mais cela dit, je crois qu'on y trouve aussi de l'habitation qui revient, on va dire, aux abords de la rue Frontenac, près du Parc des vétérans, dans ce Oui, puis secteur. on a mixé aussi le type d'habitation. Même si on est à côté du lac, il y a des habitations après avoir un loyer abordable, des habitations, des loyers sociaux. Puis on a toujours du très luxueux en tant que tel. On arrive tranquillement à une certaine complétude, là, on va dire. On aboutit, là, on va dire, tranquillement, là, avec finalement la reconstruction. Là, Oui, bien ça fait 12 ans parce que Ouais. les derniers bâtiments vont finir d'être construits cet Oui. automne. Là. Puis, il y a d'autres projets, là, d'ailleurs, qui s'en viennent. Il y a un nouveau bâtiment, si je ne m'abuse, tout près de la marina, qui peut-être pourrait accueillir un restaurant. Quand même, donc beaucoup de choses à voir et à redécouvrir, on va dire, du côté de Mégantic. C'est ce qu'on espère bien. Puis, Ouais. en plus, ben, on a allié on a un micro-réseau qui Oui. est complètement Électrique. fait qu'on s'est dit, la tragédie, Ouais. par le pétrole, qu'on a décidé, on Ah. laisse le pétrole, puis on s'en va vers les technologies futuristes. Oui, tout à vertes. fait. Fait que c'est Bon. pour ça qu'on est en changement, en transition Ouais. énergétique. Une résilience tout à fait louable. Résilience, il en faut par les temps qui courent de la résilience quand on est dans le commerce, Jean-Pierre. À tous égards, là, Mégantic, on vient d'évoquer une réalité qui n'est absolument pas propre à d'autres secteurs vraiment au Québec, mais lorsqu'on pense au Amazon de ce monde, lorsqu'on pense à ce genre de choses, la pandémie également qui, a été tout qu'un coup là, pour les commerçants. C'est quoi l'état des lieux? Ben, on est vraiment, tu sais, dans une situation, comme tu l'as mentionné, qui est un peu difficile et critique pour les commerçants détaillants. C'est pas évident pour eux. Par contre, je dirais que, tu sais, il y a des situations politiques, encore une fois, comme l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui a créé, encore une fois, un mouvement de solidarité et d'achat local qui pourrait éventuellement, tu sais, faire renaître un peu la volonté de faire un achat de proximité, un achat local et de ne pas subventionner d'une certaine façon une économie des grandes sommes. Oui, tout à fait. Intéressant. Donc, dans ce sens-là, il y a probablement une belle opportunité de revitaliser à nouveau nos cœurs de ville et villages. Encore un prétexte, finalement. Finalement, comme un peu ça s'est fait malgré tout pendant la période de la COVID, où il y a eu, encore une fois, cette volonté de créer un sentiment d'appartenance et d'un achat de proximité. Donc, je pense qu'on est encore une fois avec certains éléments qui pourraient favoriser à nouveau une relance du commerce de détail de proximité. Les mots achat de proximité m'amènent, bon là, comme je le mentionnais tout à l'heure, on enregistre quelque part au mois de juillet. Au mois d'août, on aura la première semaine québécoise de l'achat de proximité du 18 au 24 peut-être. Et regardez-vous cette balado ultérieurement, passer ces dates, mais tout de même, c'est une première initiative. Lac-Mégantic est aux premières loges de cette première édition. D'ailleurs, Denis, parlez-nous un petit peu. Oui, c'est ça. On a vu que c'est l'organisation Rue Principale qui est le promoteur et l'instigateur de cette activité-là. Que nous autres, on a décidé d'embarquer comme 4 autres municipalités. Nous autres, on va se axer sur des ambassadeurs qui vont montrer que l'achat local est profitable pour tout le monde, tant au niveau du déplacement actif, parce que quand on reste dans la propre municipalité, on n'a pas besoin de
d'avoir notre auto où on fait une courte distance. Que c'est tout ça qui va faire que, c'est ça, la semaine va être profitable, je pense, pour... Bon, ben, il faudra vous réinviter l'année prochaine pour nous parler finalement des résultats qu'on aura obtenus. On s'inspire un petit peu d'initiatives un peu du type le 12 août, j'achète un livre québécois. Ça ressemble à ça, un peu à ça, là. Oui, effectivement. Encore une fois, c'est l'idée, c'est de faire du marketing et de la sensibilisation à un achat de proximité. Ça ne peut être que bon pour les petits commerçants détaillants, plus que pour, évidemment, les grandes bannières. Bon, alors, la discussion est réellement bien lancée. On a à peu près la moitié de l'épisode déjà de compléter, mais encore tout plein de beaux sujets. On va prendre une petite pause et on revient avec Jean-Pierre Bédard et Denis Roy pour la suite de cet épisode. On le mentionnait tout juste à la fin là, du précédent segment. Résilience, c'est un mot quand même qui a son importance présentement dans la réalité des commerces de proximité. J'aimerais vous entendre un peu sur votre appréciation. Dernièrement, moi, il y a quelque chose, on s'est côtoyé notamment dans des activités de rue principale. On a, bon, dans nos différentes localités, les villes, on va dire, de moyennes, petites villes qui se croisent justement dans différents colloques. On a notamment ici en Chaudière-Appalaches, on a Thetford qui fait partie de ce réseau et où on a eu pendant nombre d'années une entreprise qui s'appelle pas Meuble, c'est la mode. Je pense à Margot Blouin qui avait repris le flambeau de cette entreprise. Un magasin quand même, presque une grande surface, là, un peu à la Eaton, là, si on veut, mais bon, à échelle plus réduite, mais tout de même, qui a dû fermer ses portes il n'y a pas si longtemps. Ça m'a fait un certain pincement au cœur quand même de voir ça. On est dans une période où on assiste malheureusement à ce genre comment dirais-je, d'obligation d'en arriver là. Bien, il y a une certaine mutation qui se passe évidemment dans le commerce de détail. Tu sais. Puis je pense que ça nécessite en fait une façon de voir la vente au détail qui va être un peu plus dans un modèle 360, où à quelque part, tu vas avoir évidemment ton commerce physique qui va peut-être pas avoir nécessairement la même dimension que celle qu'on avait traditionnellement, qui a besoin de peut-être un local plus petit, avec plus d'échantillonnage, mais qui va avoir donc son inventaire aussi en ligne et qui va pouvoir faire autant des ventes en ligne que des ventes physiques sur place et qui va surtout avoir son inventaire disponible à distance. Les gens sont beaucoup plus en train de magasiner avec leur téléphone assis dans leur salon, puis après ça, se déplacer pour éviter justement de faire peut-être parfois plusieurs lieux avant de trouver ce qu'ils cherchent. Il y a des modèles alternatifs, des modèles nouveaux finalement là, qui se développent. Oui, puis c'est nécessaire vraiment qu'il y ait une bonne réflexion, puis que le commerce traditionnel, comme justement comme ces grands commerçants-là, que ce soit Ici Lacouille, Eaton et compagnie, les Sears et l'Abbé de ce monde, qui ont tous fait faillite dernièrement, c'est parce qu'ils n'ont pas su se renouveler par rapport à la foule. Alors qu'on voit un magasin comme Simons, qui, lui, a eu cette philosophie-là, ce virage-là, qui a bien fait son changement et qui maintenant performe de façon extraordinaire sur le marché du commerce de détail. Vous le disiez, au fonds d'emprunt, dans votre mandat, notamment, vous avez une certaine partie de votre mandat qui est d'accompagner la mise au monde, finalement, de nouveaux commerces. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne dans votre cas. On me parlait d'incubateur commercial, par exemple. Bien, ça, c'est un projet qui est vraiment très, très récent, là, c'est un projet pilote qu'on a entamé il y a à peine quelques semaines. L'idée, c'est en fait d'avoir une boutique éphémère qui va permettre à des petits commerçants de pouvoir tester leur marché de façon physique dans un lieu à coût économique et pendant 3 mois, pour vraiment voir s'il y a un potentiel intéressant pour eux et que ça vaut la peine après ça de signer un bail à plus long terme dans un local. Parce que c'est souvent ça l'enjeu pour un petit commerçant détaillant, c'est qu'il faut qu'il trouve le local qui va être la bonne dimension, dans un artère qui va avoir une bonne fréquentation pour le produit qu'il veut vendre. Et aussi, bien souvent, le promoteur immobilier qui est propriétaire, bien, il ne fera pas signer un bail de 6 mois, il va faire signer un bail de 5 ans. Donc, c'est des engagements qui sont très
vertigineux, je vous dirais, pour un petit commerçant qui veut partir avec tous les enjeux qu'on vient d'énumérer sur la mutation qu'il y a dans le commerce de détail. Denis, à Lac-Mégantic, on a une initiative qui a cours depuis un certain temps, je crois, qui est pas mal votre mesure phare, si on veut, pour faire en sorte de dynamiser, de donner une vitalité sur le plan commercial. Parlez-nous un peu de la fameuse carte LM. Oui, c'est une carte qui a commencé il y a une quinzaine d'années, à l'initiative justement de Commerce Mégantic, pour dire aux gens, bien, pourquoi vous ne magasinez pas chez vous. Donc, c'est une carte qu'on offre en coupure de 10, 25 ou 50 dollars et qui est acceptée dans tous les commerces. Ça, c'est un hit parce que habituellement, les commerces sont plus... Oui. Mais avec la collaboration des institutions financières, c'est que le commerçant peut faire son dépôt avec ces cartes-là. Il n'a pas besoin de les garder à part. Il fait son dépôt direct à la Caisse ou à la Banque nationale. On a 2 institutions financières que, pour lui, ça change rien. Mais C'est un tour de force, ça, que vous avez réussi à faire quand même. oui, là, puis tous les commerces, parce que tous les commerces aussi ont embarqué. Ouais. Mais ça a pris plusieurs années, là, ça s'est fait pas. Parce que présentement, on vend pour 400 000 de cartes par Wow, année, quand même. ce qui est énorme pour une petite ville Ben de oui. 6 000 de population. Tout à fait. Puis qu'à chaque semaine, c'est 5 000 de cartes LM qui se vendent. Là. Ouais. C'est sûr que novembre et décembre, c'est plus... Tout à fait. mais on a beaucoup de collaboration aussi des industriels. Oui. Oui, Parce que ça, je trouvais ça brillant de dire que, par exemple, je sais pas moi, quand vient le temps des fêtes, on veut souligner le travail de nos employés. Bien, qu'est-ce qu'on donne? On donne des cartes LM. Puis, l'avantage, c'est que l'employé peut aller n'importe où. Donc, il peut s'offrir le cadeau qu'il veut bien s'offrir. Oui. Puis même que ce soit pendant Saint-Valentin, la madame qui veut, elle peut avoir des fleurs ou elle peut avoir un bijou, ou ça permet d'avoir une flexibilité qui est très bien acceptée. Puis, comme je dis, de plus en plus, les industriels, en tout cas ceux qui ont beaucoup d'employés, là, ils offrent ça, puis là, ça commence plus. C'est bon pour Noël, là, l'été arrive, les vacances, parce qu'il y a plusieurs industriels qui ferment. Bien là, c'est un cadeau qu'ils font à leurs employés. Jean-Pierre, je pense que tu voulais rebondir sur Oui, ce bien, en fait, sujet-là. c'est une expérience en fait qui a été vécue beaucoup par les sociétés de développement commercial durant la période de la COVID, où il y a eu des initiatives qui ont été faites comme ça, de créer en fait une monnaie locale et vraiment de faire en sorte que les gens achètent un certain nombre une monnaie, mais ils vont avoir une contrepartie qui va augmenter leur pouvoir d'achat avec cette monnaie-là. Par exemple, dans la région de Québec, pendant la pandémie, on avait créé les dollars solidaires, qui était vraiment une monnaie où les gens se sont procurés, en fait, cette monnaie-là sur le site de La Ruche, donc dans une campagne de sociofinancement. Et il y avait une contrepartie, c'est-à-dire que si tu achetais pour 100 de monnaie solidaire, en fait, tu en avais pour 150. Donc, à dépenser. Ce qui permettait donc de faire en sorte que les gens en avaient plus pour leur argent et donc contrer, en fait, l'économie d'échelle qu'ils pouvaient avoir sur Amazon par le fait que, là, ils ont un pouvoir d'achat qui est, somme toute, supérieur que s'ils avaient fait leur achat en ligne. Ouais, puis on doit absolument parler de l'expérience qu'on vit lorsqu'on va dans un commerce de proximité qui n'est pas celle qu'on vit lorsqu'on achète. Quand Justement. on est reconnu, en fait, par le propriétaire qui sait un peu nos habitudes de consommation, qui nous connaît, qui va dire « Ah oui, j'ai reçu tel vêtement la semaine dernière, j'ai une chemise, je sais qu'elle te ferait super bien. » Tu n'as pas ça, évidemment, quand tu vas dans un grand commerce ou sur Amazon. Puis je pourrais rajouter aussi que c'est ça, nous, on s'est penché beaucoup, c'est les commerçants qui sont alentour de la table. Puis on a vu 2 choses qu'on ne mettait pas assez de l'avant. Le service, justement, parce que acheter une paire de chaussures là, sur Internet, c'est facile, mais... Je vais dire, on salue Denis Bolduc de Bolduc Chaussures sur la rue Papineau. Puis souvent, les commerces, ils ont beaucoup de spécialités qu'on ne va pas. On pense que, je sais pas, quelqu'un qui vend les cadeaux peut pas vendre de la lingerie, là, tu sais. Puis il y a beaucoup de commerces qui ont de la misère à montrer toute la variété de produits qu'ils ont. Puis là, tu peux y toucher, tu peux le sentir, tu peux... ce qui fait totalement la différence. Oui, puis bon, quand on arpente une artère commerciale, il n'y a pas que le commerce, il y a de l'animation, il y a autre chose, là. Quand on parle de tiers-lieux,
la rue est un tiers-lieu d'une certaine façon. Donc là, on tombe vraiment dans le marketing territorial. Puis je trouve ça intéressant que tu nous amènes là-dessus parce que les associations de commerçants, les sociétés de développement commercial, ça fait partie un petit peu de leur travail aussi, de créer cette attractivité-là par une signature de la terre ou du secteur qui va faire en sorte de rendre le secteur encore plus attrayant puis créer un véritable milieu de vie sur l'ensemble du territoire qu'il y a à desservir. Puis ça, ben, ça fait partie d'un volet important que ces organisations-là ont à faire. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement un marketing, de créer un milieu de vie qui va être stimulant par des événements ponctuels qui peuvent être justement artistiques, musicaux ou autres, mais qui vont créer une attractivité, puis encore une fois, un espace d'échange au-delà de simplement l'activité commerciale. Denis, je vous sens vouloir rebondir sur cette idée. Oui, puis souvent, c'est des activités qui n'ont aucun lien, comme ce matin qu'on organise la parade de Noël. Ouais. C'est niaiseux. Il n'y a aucun commerce qui... Même si on va au Carrefour, on finit au Carrefour, Oui. mais c'est le samedi, il est 4h, 4h30, fait qu'il n'y a pas de banque en tant que telle. Comme tel. Mais les enfants sont tellement éblouis, tout ça, fait que ça donne un lien Ouais. Et aussi, vous nous parliez que récemment, on parlait du secteur Fatima où on retrouve le quartier artisan. Il y a un nouveau lieu, justement, un nouveau tiers-lieu, on va l'appeler comme ça, qui est en train de se développer. L'ancienne scierie, là, au coin, finalement, de Papineau et tout près de la rivière Chaudière. Oui, c'est ça. En fin de compte, on a fait un espace jeunesse avec ce que les enfants aiment, là, avec leurs bicycles et leurs trottinettes, puis Oui. qu'on a fait des attractions. On a converti l'entrepôt qui était là en patinoire extérieur. À l'intérieur de la patinoire, Recouverte. recouverte à moitié. Oui. Il n'y a pas de mur, mais assez Quand pour même. que les intempéries. Puis là, on fait beaucoup de spectacles là, parce que vous savez que la température au Québec, comme la semaine passée, on a toujours un spectacle le jeudi soir dans le parc des vétérans. Mais s'il y a pluie, ben on s'en va là, puis on est couvert, puis... Un nouveau lieu qui s'ajoute, finalement, pour la sociabilisation. Commence la fête nationale, on l'a fêté là, T'es là. puis on voit que ça commence à prendre racine, là, c'est ça. Plein de potentiel, plein de possibles. Est-ce que je me trompe ou il y a même le marché public qui... Oui, c'est ça. Le vendredi soir, le marché public est là. On essaie d'intégrer toutes sortes d'activités dans un même lieu pour se l'approprier, pour que les gens se l'approprient. Jean-Pierre, parlons du quartier Saint-Roch. Parlons de la rue Saint-Joseph. Je sais, comme tu le mentionnais, au fonds d'emprunt, vous avez, je crois, même un local là, où vous... En fait, notre projet dont je te parlais tout à l'heure d'incubateur commercial, il va s'expérimenter pour la première fois sur la rue Saint-Joseph, donc l'ancien Mail Saint-Roch, là, pour les gens qui sont d'une autre génération. Donc, c'est un secteur qui est en manque d'amour depuis quelques années, là, qui a vécu de façon assez dramatique la crise, justement, de la COVID et qui a fait disparaître, en fait, plusieurs grands commerces. Ouais. Et il y en a eu encore 2 fermetures dernièrement qui sont venues encore affecter davantage. C'est un secteur de centre-ville, donc évidemment, la problématique de l'itinérance est importante, de la consommation. Donc, ça fait évidemment craindre un peu une population de banlieue de venir au centre-ville pour consommer dans ces secteurs. On a quand même la bibliothèque Gabriel Roy qui est tout près, qui est sur la rue Saint-Joseph, qui vient quand même donc de se refaire une beauté, qui est un tiers-lieu absolument superbe. On peut imaginer éventuellement que le tramway, peut-être le passage du tramway dans ce secteur pourra contribuer à aider à revitaliser le secteur, mais c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Il y a quand même plusieurs locaux vacants. Comme je vous ai dit, il y a eu médiatiquement une mauvaise réputation qui a été aussi attitrée au secteur. Donc, la Ville vraiment fait des efforts importants avec la Société de développement commercial aussi de Saint-Roch pour revitaliser ce secteur-là. Et notre petit projet, qui est celui de l'incubateur commercial et de la boutique éphémère, s'inscrit en fait dans cette volonté de revitaliser tout le territoire de Saint-Roch
lui redonner un peu ses lettres de noblesse, parce qu'il ne faut pas oublier que, historiquement, c'était la rue commerciale de Québec avec les grands magasins, qu'on pense au syndicat, Paquette, La Liberté, qui avaient tous leur siège social dans cette rue. Je vais me permettre une petite boutade. J'allais dire musique Richard Gendreau. Oui. Mon père s'appelle Richard Gendreau. Et jadis, on recevait des appels à la maison pour savoir si on vendait des instruments de musique. Et la réponse était non. C'était quand même comique, mais oui, vous le dites, même Benjo, là, qui a quitté les lieux, qui n'était pas un moindre... Non, qui était vraiment un commerce de destination très Oui. particulier, singulier, sur les jouets pour enfants, mais qui n'a pas pu non plus passer à travers... La grenouille est toujours là, La grenouille est toujours là. assise à espérer un sort meilleur peut-être pour le local éventuellement. On l'espère bien, on le souhaite. On approche tranquillement de la fin de notre épisode. Y a-t-il des choses que vous aimeriez dire par rapport à notre sujet? Je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous aimeriez lancer comme peut-être un cri du cœur ou un souhait, un rêve? Qu'est-ce que vous souhaitez peut-être de la part des gouvernements, notamment? Est-ce que, tu sais, il y a eu dans les dernières années, il y a eu des alliances qui se sont faites avec différents, la Fédération des chambres de commerce, Vivre en ville, toutes sortes de regroupements qui se sont mis ensemble pour faire des doléances auprès des gouvernements, pour qu'ils viennent aider finalement les centralités de cœur de collectivité. De quoi on a besoin de la part des gouvernements? Je dirais que, tu sais, il y a quand même eu une volonté de modifier l'approche territoriale par le gouvernement avec une nouvelle politique d'aménagement du territoire qui favorise un petit peu plus la redynamisation des cœurs de ville et villages, mais il pourrait y avoir davantage d'efforts mis là-dessus. Puis je pense que, tu sais, les municipalités ont besoin d'être sensibilisées aussi à la vitalité qu'ils ont de leur centre-ville versus parfois les entrées d'autoroutes, où il y a comme une décentralisation parfois du commerce qui se fait au détriment, en fait, des centres-villes vers ces entrées d'autoroutes, puis qui desservent finalement des gens qui sont en véhicule automobile. Puis on peut être en droit un petit peu de s'attendre, puis c'est le combat de certaines organisations, de la part du gouvernement, d'avoir une certaine exemplarité, on va dire, notamment, on peut penser à la SAQ. Là, Par qui, exemple. parfois, semble pas toujours suivre les bottines ou les babines en tout cas, de ce qu'on peut souhaiter vouloir dire quant à l'importance de continuer à habiter, Denis? Oui. Mais moi, c'est plus la compréhension de nos citoyens. C'est tellement facile de pitonner, dire je m'en vais sur. Puis là, j'achète. Puis demain matin, c'est rendu. Mais il ne va pas toutes les conséquences. Là, tu sais. Ouais. Ou d'aller, nous autres, on est à 1 heure de Sherbrooke, Saint-Georges, puis Thetford. Ouais. Ah, Saint-Georges n'est pas ici, Mégantic n'est pas ici. Non, mais c'est juste une comparaison que pour sauver 10 $, ils vont rouler finalement. Ils vont rouler à l'essence, oui. plus l'essence, plus le temps perdu. Là, tu sais. Effectivement. On dirait que c'est difficile à rentrer dans leur... Ils peuvent en faire, mais aussi dire, encourage donc ton... Localement. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on va dire aussi, le club de soccer, le club de hockey va être commandité par des Denis Bolduc de ce monde, non pas par des Amazones de ce monde. Hein? Je dis Denis Bolduc, mais je veux dire des commerces locaux, là, finalement. Ouais. C'est ça. Et puis ça, on l'oublie des fois, là, que... Les retombées économiques, en fait, pour la communauté sont importantes. Puis on le voit, tu sais, les villages où, tu sais, le magasin général ferme, qu'est-ce qui se passe après ça? Bien, il y a toute une dévitalisation, même, puis de la population qui quitte le lieu parce qu'il n'y a plus de services de proximité. Puis, qu'est-ce qui crée la perte de ces services de proximité-là? Bien, c'est justement des gens qui vont aller magasiner excentrés à leur propre village. Là. Qu'est-ce que, Denis Roy, qu'est-ce qu'on souhaite pour Lac-Mégantic, on va dire, dans 5 ans? On souhaite quoi? Bien, que ça continue sur la même lancée. Comme je disais un peu plus tôt tout à l'heure, on est dans une transition énergétique qui va vraiment changer complètement notre modèle aussi d'attirer des industries qu'on ne penserait pas au lieu des industries traditionnelles. On les veut pareil, les industries traditionnelles, mais ça n'empêche pas qu'on veut faire un virage. Là,
que ça va permettre justement de revitaliser, puis parce qu'on a une population vieillissante aussi. Fait que Bon, c'est puis ça, on souhaite, j'imagine, une voie ferrée qui ne soit plus dans le centre-ville. Là. Oui, effectivement. Ça pourrait effectivement aider. Bon, puis Jean-Pierre, quel serait le souhait? Moi, je rêve en fait vraiment, c'est d'artères commerciales un peu à ce qu'on peut voir aussi en Europe. Davantage de piétonisation aussi pour ces artères-là. Parce que veut pas, la circulation automobile, ça crée un frein à l'expérience client qu'on peut avoir sur une artère commerciale. Puis ça prend des aménagements avec des trottoirs larges, avec des bancs de parc, avec de la végétation, qui va créer vraiment un espace où tu vas avoir le goût de rester plus que juste faire ton achat puis guider. Il faut vraiment, encore une fois, que ça crée un espace, un milieu de vie qui va permettre... Un milieu de vie. Oui, encore une fois, c'est vraiment ça. Et il faut comprendre que l'être humain a besoin de ces tiers-lieux-là et que les aménagements qu'on va faire de nos artères commerciales vont permettre ce tiers-lieu. Voilà. Bien, j'ai envie de dire que ce sera le mot de la fin. Denis Roy, Lac-Mégantic. Merci de nous avoir Bonne reçus. chance pour les élections qui s'en viennent. Là, je crois que vous voulez rester en poste comme conseiller. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. Jean-Pierre, encore une fois, c'était un plaisir de te croiser. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode à la maison. Donc voilà, on se revoit pour un prochain épisode du 3e lieu.